Bienvenue à cette formation en ligne du projet sur le genre et le droit pénal international axé sur la protection des victimes de violences sexuelles et sexistes liées au conflit. Le projet sur le genre et le droit pénal international est un projet conjoint du Bureau de recherche sur le crime de guerre et du Programme sur les femmes et le droit de la Faculté de droit de l'Université américaine de Washington. Le projet sur le genre et le droit pénal international a pour mission de soutenir les tribunaux, comme la Cour pénale spéciale, pour qu'ils utilisent les avancées du droit international afin de tenir responsables les auteurs de violences basées sur le genre liées au conflit, VSG, et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes et ces violences. Le projet sur le genre et le droit international fournit des outils de recherche, une formation et une assistance technique aux tribunaux internationaux et nationaux, aux procureurs, aux juges et aux organisations de la société civile qui réclament justice pour les victimes de ces crimes internationaux graves. Notre projet en RCA, renforcer la capacité du gouvernement à faire justice pour la violence sexuelle et sexiste liée au conflit en RCA, cherche à fournir ses soutiens au personnel de la Cour pénale spéciale et aux organisations de la société civile qui demandent réparation pour les victimes de violences sexuelles et sexistes commises pendant le conflit civil en RCA. Ce projet est soutenu par le département d'État des États-Unis. Dans cette formation, nous discuterons des différents risques que courent les victimes de violences sexuelles et sexistes en s'engageant dans le processus judiciaire et des stratégies de justice, des politiques et de meilleures pratiques qui peuvent atténuer ces risques. Ces stratégies découlent de l'expérience d'autres tribunaux où les enquêteurs, le procureur, le juge et le personnel de la société civile ont été confrontés à des défis similaires à ceux des victimes de ces crimes en RCA. Toutes les victimes d'actes criminels qui participent au processus d'enquête ou de poursuite courent des risques. Les victimes de violences sexuelles et sexistes font cependant souvent face à des risques supplémentaires en raison de la nature du crime qu'elles ont subi. Les risques auxquels ces victimes sont confrontées comprennent les risques pour leur sécurité physique en raison de représailles, les risques de l'embarras, de la honte et de l'ostracisme en raison de la stigmatisation associée à la violence sexuelle ou aux conséquences de cette violence, y compris la grossesse avec un enfant d'un groupe extérieur, le VIH, la fistule ou d'autres blessures physiques ou mentales. Aussi, le risque de faire face à des attaques sur leur crédibilité et leur caractère, y compris leur pureté sexuelle, tout en témoignant de leur expérience. Et aussi le risque de nouveaux traumatismes et témoignant d'événements très traumatisants et en revivant ainsi ces moments. Chacun de ces risques peut être atténué en mettant en place des mesures de protection à l'intérieur de la salle d'audience ou en suivant les meilleures pratiques éprouvées à l'extérieur de la salle d'audience. Nous discuterons de chacun de ces risques et explorerons le moyen d'atténuer chaque risque qui ont été développés dans d'autres tribunaux confrontés à des défis similaires et du rôle joué par les enquêteurs, les procureurs, les juges et les organisations de la société civile dans le respect de ces directives. Tout d'abord, nous discuterons des risques pour la sécurité physique des victimes. L'un des risques auxquels les victimes sont confrontées est le préjudice physique causé par le représailles de l'auteur s'il est en fuite ou des membres de la famille, des amis ou d'autres groupes de l'agresseur. Bien qu'il soit important d'informer le témoin qu'il n'est pas possible de garantir leur sécurité s'ils participent au processus judiciaire. De nombreuses règles politiques et pratiques contribuent à atténuer ces risques.
La protection de l'identité de la victime est un moyen essentiel d'atténuer le risque de préjudice physique ainsi que d'autres risques, notamment le risque de gêne et de stigmatisation. Cela nécessite de mettre en œuvre avec soin des politiques et des procédures à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience et d'utiliser une série de mesures de protection ordonnées par le tribunal. Les meilleures pratiques à prendre en compte lors du premier contact avec une victime, bien avant qu'elle entre dans une salle d'audience, comprennent d'éviter de se rendre au domicile de la victime à moins que la victime ne soit à l'aise. Sinon, les voisins constateront la présence du personnel judiciaire ou des défenseurs de droits de victime. Éviter l'envoi de courrier ou d'autres choses clairement liées à une affaire. Par exemple, en Bosnie, les prestations d'indemnisation de victimes ont été postées dans des enveloppes en couleur, ce qui a rendu la tâche difficile aux victimes qui ne voulaient pas que les autres soient au courant de leur victimisation. Demandez aux victimes si elles préfèrent avoir quelqu'un comme agent de liaison pour faciliter la communication. Identifier des lieux neutres pour ces rencontres afin de réduire la possibilité que d'autres personnes soient au courant de la réunion. Utiliser un système de pseudonymes pour tous les dossiers concernant les victimes et conserver les informations établissant un lien entre l'identité de victime et le pseudonyme dans un lieu sûr, distinct du dossier de victime et sécuriser soigneusement les dossiers de victime pour éviter toute atteinte à la confidentialité. Toute personne en contact avec une victime doit être consciente du risque encouru par la victime et porter une attention particulière au comportement menaçant ou au harcèlement par d'autres personnes. Il devrait y avoir des procédures en place pour signaler ces risques au personnel de protection des victimes, témoins, aux enquêteurs et aux autres personnes chargées de protéger les victimes. Établissement d'un protocole clair est très important pour garantir que les menaces sont surveillées et signalées. Les incidents doivent être soigneusement documentés et utilisés pour rechercher des mesures de protection appropriées à tous les stades de la procédure. Outre les pratiques décrites dans le diapositive précédente qui s'appliquent aux mesures prises à l'extérieur de la salle d'audience, il existe de nombreuses protections judiciaires qui sont tout aussi importantes. Les règles de procédure de preuve de la Cour pénale spéciale exigent que la Cour prenne des mesures pour protéger le bien-être physique et psychologique des victimes ainsi que leur dignité. Les tribunaux peuvent ordonner diverses mesures pour atténuer chacun des différents risques que nous avons identifiés, y compris le risque pour la sécurité physique des victimes, le risque de honte, de gêne et de stigmatisation, ainsi que le risque associé au nouveau traumatisme. Certaines mesures traitent de plusieurs risques, tandis que d'autres sont plus adaptées à un risque spécifique. Plusieurs mesures de protection ordonnées par le tribunal sont utilisées pour assurer la sécurité physique des victimes en protégeant leur identité, y compris l'usage de pseudonymes pour éviter de révéler leur identité dans les documents et procédures judiciaires, autorisant le témoin à témoigner derrière un écran, permettant qu'un témoignage sensible soit fait aux audiences fermées au public et en brouillant l'image d'une victime affichée sur un écran vidéo, en déformant la voix de la victime, en utilisant la technologie de la vidéoconférence pour permettre à la victime de témoigner dans une autre pièce ou un autre lieu pendant que la vidéo est projetée en direct dans la salle d'audience pour examen, ordonnant aux médias de tenir confidentielles les informations concernant la victime et en acceptant les déclarations écrites à la place du témoignage oraux quand c'est possible.
Au départ, il est important de noter que les mesures de protection ne peuvent constituer une approche unique pour atténuer les risques pour les victimes. Chacune des victimes a ses propres facteurs de risque, son niveau de confort et ses sentiments concernant les risques et les avantages associés à la participation à un processus de justice pénale. Par conséquent, les mesures de protection doivent être adaptées aux besoins de chaque victime ou témoin. Les défenseurs de droits de victimes, le personnel de protection de victimes témoins, les enquêteurs et les procureurs doivent sensibiliser toutes les victimes aux risques auxquels elles sont exposées et aux mesures de protection qu'elles cherchent, en donnant aux victimes le moyen de faire des choix en connaissance de cause. Les défenseurs de droits de victimes doivent alors travailler avec le procureur et le personnel de tribunaux pour s'assurer que les procédures sont suivies pour obtenir un soulagement approprié. Il est également important de garder à l'esprit que toutes les mesures de protection, tout en offrant une protection potentiellement salvatrice aux victimes et aux témoins, doivent être mises en balance avec leurs conséquences potentielles. La Cour évaluera la nécessité de protéger le victime et le témoin contre le droit de l'accusé, y compris le droit de l'accusé de confronter le témoin à charge. En outre, des mesures telles que la dissimulation de l'identité d'une victime de violences sexuelles et sexistes ou l'autorisation de témoigner dans une salle d'audience fermée risquent de perpétuer la stigmatisation associée à la violence sexuelle et sexiste. De plus, le témoignage rendu dans les salles d'audience fermées est inaccessible aux médias limite le récit accessible au public sur l'incidence de ces crimes, isolant davantage d'autres victimes, on limite les informations publiques sur la poursuite de la justice pour ces atrocités. Bien entendu, chacun des éventuels effets négatifs de ces mesures de protection peut également être atténué. Par exemple, la fermeture de la salle d'audience pendant le témoignage sur les violences sexuelles n'aidera pas à stigmatiser les victimes si le tribunal diffuse des communiqués de presse et d'autres informations publiques sur les procédures qui protègent l'identité de la victime, mais informe le public du crime et de la réponse du tribunal. Malheureusement, bon nombre de mesures de protection utilisées dans le tribunal chargé de juger de crimes internationaux graves reposent sur une technologie coûteuse ou nécessitent des modifications coûteuses de l'infrastructure de la salle d'audience. Par exemple, la technologie vidéoconférence, l'équipement de distorsion de la voix et les entrées séparées nécessitent des investissements en équipement et en infrastructure. Les financements de la protection des victimes et des témoins devraient être recherchés auprès des organisations en tant que partie intégrante du soutien au processus de justice. En Bosnie, par exemple, les organisations des Nations Unies ont fourni des fonds pour rénover les salles d'audience afin de prévoir des mesures de protection, y compris la technologie de la vidéoconférence. En l'absence d'une telle assistance, des moyens alternatifs moins coûteux de protection similaire devraient être envisagés. Par exemple, dans certaines juridictions, un simple écran ou un rideau est utilisé pour cacher l'identité d'un témoin lors d'un témoignage ou pour bloquer la vue de la salle d'audience depuis la galerie publique. En République démocratique du Congo, les victimes et les témoins portaient des vêtements de protection pour cacher leur identité. De même, au Guatemala, les victimes et les témoins protégeaient leur visage avec des foulards pendant qu'ils assistent aux audiences. Si des entrées séparées pour les victimes ne sont pas réalisables, des heures d'arrivée et de départ échelonnées et 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 des heures d'
et un personnel de sécurité robuste peuvent constituer une approche alternative moins coûteuse. Bon nombre de mesures de protection citées ci-dessus nécessitent la coopération de plusieurs acteurs pour mettre en œuvre avec succès ces protections. Les enquêteurs, les procureurs, le juge et le personnel de la société civile jouent tous des rôles importants dans la protection des victimes contre les menaces qui pèsent sur leur sécurité physique lorsqu'ils recherchent, confirment, ordonnent, appliquent et mettent en vigueur les mesures de protection décrites ci-dessus. Le personnel des organisations de la société civile est souvent le premier à prendre contact avec les victimes de violences sexuelles et sexistes. Les victimes peuvent s'adresser aux organisations qui offrent de l'aide, notamment de conseils, de tests, de dépistage, de VIH ou d'autres services, et ces faisant peuvent révéler leur victimisation. Comme le groupe de la société civile sont souvent les premiers à avoir contact avec les victimes et dans beaucoup de cas maintiennent le contact tout au long de l'enquête, du procès et du processus post-procès, il est important qu'ils soient conscients de leur rôle dans la protection de ces victimes. Ces organisations disposent souvent d'informations que le personnel de tribunaux des informations que le personnel de tribunaux n'a peut-être pas sur le risque et les menaces auxquelles les victimes sont exposées. Par conséquent, ils jouent un rôle important dans la protection des victimes en documentant les comportements menaçants ou harcelants et en communiquant les menaces aux autorités lorsque la protection est nécessaire. Accompagnant les victimes pour rencontrer les enquêteurs, les procureurs ou d'autres membres du personnel judiciaire ou à la cour pour témoigner. Comprenant les mesures de protection à la disposition des victimes pour leur permettre d'expliquer leurs options et de les défendre si nécessaire. Veillant au respect des mesures de protection en surveillant les procédures et en veillant à ce que tout au long des étapes, toutes les informations que l'organisation a sur les victimes soient sécurisées et que des mesures soient prises pour protéger l'identité des victimes. Les enquêteurs représentent souvent le premier contact entre une victime ou un témoin de violences sexuelles et sexistes et le système judiciaire. Par conséquent, il est essentiel qu'ils adhèrent au protocole de protection de le départ, car il est difficile de réparer les conséquences de fuite d'informations et de résoudre le problème de perte de confiance entre les victimes et le personnel du système judiciaire. À toutes les étapes de la procédure, les enquêteurs doivent maintenir la communication et œuvrer pour établir des relations avec les victimes et les communautés ainsi que les organisations de défense des victimes afin de faciliter la collecte des informations sur les menaces potentielles nécessitant des mesures de protection. Les procureurs jouent également un rôle clé dans la protection des victimes et des témoins qui sont au cœur de leur affaire. Au départ, il est important que les procureurs développent des relations avec les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes, les représentants légaux des parties civiles et les victimes elles-mêmes, pour faciliter la communication sur les menaces potentielles et le harcèlement. Il est important que le procureur parle aux victimes de risques encourus et de mesures de protection disponibles. Il est également important que le procureur interroge les victimes sur leurs préférences et les prenne en compte lorsqu'elles cherchent des mesures de protection plutôt que de demander automatiquement certaines mesures. Si des considérations de sécurité peuvent nécessiter de telles mesures, les préférences des victimes doivent également être recherchées et prises en compte.
Certaines victimes se sont habilitées à témoigner sans mesure de protection. Par exemple, lors du procès contre Bemba à la CPI, au moins une victime qui a témoigné en audience publique au sujet de son viol par des soldats de MLC a déclaré que témoignait ouvertement, sans fermer la salle d'audience au public. Était l'occasion pour elle de dire à la Cour pénale internationale et au monde entier ce qui lui était arrivé. Les victimes devraient être habilitées à prendre des décisions sur la manière dont elles témoigneront. Il est tout aussi important que les procureurs défendent constamment leurs victimes et leurs témoins. Si, par exemple, des juges ou des avocats de la défense révèlent des informations permettant d'identifier les victimes, les procureurs doivent utiliser tous les moyens disponibles pour éviter d'autres incidents et en atténuer les conséquences. Les juges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes et de témoins qui témoignent devant eux. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent pour ordonner, mettre en œuvre et appliquer les mesures de protection et exercer un contrôle plus général sur la salle d'audience. Les juges doivent s'informer des risques auxquels les victimes sont exposées afin de pouvoir prendre de bonnes décisions en matière de mesures de protection. Il est important que les juges soient conscients du risque réel pour la sécurité physique auquel les victimes sont exposées et qu'ils examinent attentivement ces informations lorsqu'ils examinent les demandes de mesures de protection. Si le juge ordonne des mesures de protection, ils doivent être vigilants quant à leur mise en œuvre et à leur application. Si les parties reçoivent l'ordre de ne pas révéler les noms des victimes, par exemple, les juges devraient couper les déclarations et les questions de deux parties qui révèlent des informations d'identification, y compris non seulement des noms, mais aussi des informations sur les relations familiales, la profession ou le lieu de résidence d'une victime susceptible de révéler leur identité. Les juges doivent aider les parties à reformuler les questions pour éviter d'exposer les victimes ou les informations d'identification des victimes ou de témoins et leur rappeler les mesures de protection qui sont en vigueur. En outre, les juges doivent faire respecter les ordres en sanctionnant les violences de ces ordres, y compris par le personnel de médias. Les mesures de protection ordonnées par le tribunal sont sans valeur si elles ne sont pas soutenues par des juges disposés à les faire respecter. En plus d'ordonner, de mettre en œuvre et de faire appliquer les mesures de protection, les juges peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire important en contrôlant la salle d'audience de manière à protéger les victimes. Par exemple, les juges devraient accorder aux victimes de pause lors de leur témoignage, mais suivre le souhait des victimes. De plus, la Cour doit toujours tenir compte des besoins des victimes, notamment les besoins en matière de sécurité, lors de la planification du témoignage. Des visites répétées au tribunal peuvent accroître le risque auquel les victimes sont confrontées, car davantage de personnes prennent conscience de leur participation à l'affaire. En plus de craintes bien fondées concernant la sécurité physique, les risques de la honte, l'embarras et d'ostracisme résultant de la stigmatisation associée à la victimisation sexuelle empêchent également de nombreuses victimes de demander des services ou de signaler des crimes qui ont été commis sur elles. Ces risques peuvent être atténués à la fois par les meilleures pratiques suivies par les membres de la société civile, les enquêteurs, les procureurs et les juges, ainsi que par des mesures de protection ordonnées par le tribunal et le recours
à de règles de preuve. Le risque de honte et de stigmatisation est une préoccupation très réelle pour les victimes dans de nombreux pays, y compris la RCA. Par exemple, les victimes de la RCA qui avaient témoigné contre Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale ont signalé que plusieurs d'entre elles ont été rejetées par leur mari et leur communauté ou craignaient un tel traitement si le public était au courant de leur victimisation. Cette transcription du témoignage de victime lors du procès Bemba illustre les conséquences désastreuses que nombreuses victimes ont malheureusement vécues après avoir été violées ou agressées sexuellement. Compte tenu de risques réels de perdre leur famille, leur emploi et leur communauté auxquelles sont confrontées les victimes de violences sexuelles et sexistes, il importe que les organisations de la société civile, les enquêteurs, les procureurs et les juges fassent ce qu'ils peuvent pour atténuer les effets. Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial contre la stigmatisation de la victimisation sexuelle sur toute base individuelle. Le personnel de la société civile peut atténuer ces préjudices en traitant les victimes avec le plus grand respect et la plus grande dignité, en préservant la stricte confidentialité de ce que les victimes leur disent, en faisant attention aux mots qu'ils utilisent pour poser des questions et décrire des expériences difficiles et éviter d'utiliser un langage ou poser des questions qui reflètent le jugement ou embarrassent inutilement les victimes. Ils peuvent également fournir un espace sûr pour que les victimes puissent se parler afin de voir qu'elles ne sont pas seules dans leur expérience et peuvent partager leurs sentiments sans être gênées. À l'échelle de la communauté, les organisations de la société civile peuvent aider à déstigmatiser les victimes de violences sexuelles et sexistes et organisant des activités de sensibilisation en parlant de la victimisation dans les médias, en distribuant des documents écrits qui dissipent les idées fausses. Le personnel de la société civile peut assister aux procédures judiciaires pour surveiller la manière dont les victimes sont traitées et signaler leurs observations afin d'encourager un traitement respectueux. Les organisations confessionnelles, y compris les églises, les mosquées et celles associées aux institutions religieuses, ont un rôle important à jouer dans la réduction de la stigmatisation des victimes. En Bosnie, par exemple, un émine érudit musulman a appelé la communauté musulmane de Bosnie à reconnaître les femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre comme des martyrs et à les traiter avec respect et attention. Cela a changé l'esprit et le comportement de nombreuses personnes en Bosnie, et des efforts dans les communautés confessionnelles en RCA pourraient donner de bons résultats. Les enquêteurs peuvent suivre bon nombre de mêmes pratiques pour que les victimes soient plus à l'aise en racontant leur histoire, notamment en maintenant une stricte confidentialité, en traitant les victimes avec respect et dignité, et en évitant les déclarations ou les questions qui reflètent un jugement, la gêne ou la honte. De plus, les enquêteurs devraient donner aux victimes le plus de contrôle possible sur les circonstances de l'entretien, y compris sur le lieu, les personnes présentes et le sexe de l'enquêteur interrogeant la victime. Le but est de rendre la victime aussi confortable que possible.
En outre, les enquêteurs doivent documenter ce que la victime dit effectivement pour éviter de demander à la victime de répéter inutilement des informations sensibles. Établir des rapports respectueux et confortables avec la victime est crucial à la fois pour le bien de la victime et pour la réussite de l'enquête. Le procureur devrait suivre les mêmes directives que les enquêteurs en établissant une relation de confiance et de respect avec les victimes en étant sensible dans leur interaction, en protégeant la dignité des victimes et en percevant la confidentialité. En outre, les procureurs ont un rôle clé à jouer dans la manière dont une victime est traitée comme témoin dans la salle d'audience. Les procureurs peuvent travailler avec le tribunal et le personnel d'aide aux victimes ou témoins pour rechercher des mesures de protection qui aident à protéger les victimes de la stigmatisation de leur statut de suivante de violence sexuelle. Les procureurs peuvent également utiliser les règles de preuve visant à protéger les victimes contre les humiliations judiciaires et les attentes à leur chasteté, leur caractère et à leur crédibilité. Les tribunaux ont par exemple institué plusieurs règles de procédure et de preuve pour protéger les victimes des atteintes à leur dignité et à leur caractère, en particulier dans les affaires de violences sexuelles et sexistes. Par exemple, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et la Cour pénale internationale ont tous des règles qui interdisent d'entrer de preuves sur l'antécédent sexuel d'une victime ou d'utiliser le comportement sexuel de la victime pour déduire des choses sur sa crédibilité, son caractère ou sa prédisposition à la disponibilité sexuelle. La Cour pénale spéciale a suivi cet exemple et a inclus la même règle dans ses règles de procédure et de preuve. Article 170 prévoit que la crédibilité, l'honorabilité ou la disponibilité sexuelle d'une victime ne peut en aucun cas être inférée de son comportement sexuel antérieur ou postérieur à la commission de violences sexuelles à son encontre. La Cour n'admet aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d'une victime ou d'un témoin. Cet article fournit une protection importante aux victimes pour empêcher toute atteinte humiliante à leur moralité lors de leur témoignage. Les règles de la Cour pénale internationale interdisent également d'interroger dans un but d'intimidation ou de harcèlement, exigeant de la chambre qu'elle surveille la manière dont elle interroge un témoin ou une victime afin d'éviter tout harcèlement ou intimidation en accordant une attention particulière aux attaques contre les victimes de crimes de violence sexuelle. Bien que les règles de procédure et de preuve de la Cour pénale spéciale n'incluent pas cette règle, article 151 prévoit plus généralement que la Cour doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée des victimes, des témoins et de leurs proches. Ce faisant, elle demande à la Cour de tenir compte notamment de l'âge, du sexe et de l'état de santé des personnes concernées. Elle tient également compte de la nature de crimes subis par les victimes, en particulier lorsqu'ils sont accompagnés de violences sexuelles. La Cour prend les mesures qui s'imposent pour protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes, en témoins et leurs proches.
Ce faisant, il tient compte notamment de l'âge, du sexe et de l'état de santé des personnes concernées. Il tient également compte de la nature de crimes dont les victimes ont souffert, en particulier lorsque ceux-ci s'accompagnaient de violences à caractère sexuel. Pour ce faire, la Cour doit contrôler la manière dont les victimes de violences sexuelles et sexistes sont traitées dans la salle d'audience afin d'éviter de recourir à des stéréotypes pour honte et stigmatiser davantage les victimes de crimes. Article 151 aussi prévoit mesures de protection extrêmement importantes que les juges peuvent ordonner pour protéger les victimes de violences sexuelles témoignant devant le tribunal. Notamment, article 151 prévoit que, avant d'ordonner de telles mesures, il veille autant que possible à recueillir les observations des personnes concernées sur les mesures de protection qui leur sont proposées et à obtenir leur consentement. Article 151 prévoit un grand nombre de mesures qui protègent l'identité de la victime et inclut supprimer de procès-verbaux et de décisions publiques le nom d'une victime, d'un témoin ou de toute autre personne à laquelle la déposition d'une victime ou d'un témoin fait courir un risque ainsi que toute autre partie du procès verbal ou de la décision permettant l'identification de la personne concernée. Article 151 aussi prévoit pour les mesures qui protègent l'identité des victimes et inclut interdire au procureur spécial, à l'accusé et à son conseil, aux parties civiles et à leur conseil ou à toute autre personne impliquée dans la procédure de divulguer les informations d'identification de la victime à un tiers et ordonner la confidentialité de l'identité d'une victime et d'un témoin ou recueillir les déclarations de la victime par des moyens électroniques ou par d'autres moyens spéciaux, y compris des moyens affectant l'image ou la voix, des moyens audiovisuels, y compris la vidéoconférence ou la vidéosurveillance ou des moyens acoustiques. Finalement, article 151 prévoit que la Cour peut fermer la salle d'audience lors de témoignages sensibles et ordonner la présence d'un conseil, d'un représentant, d'un psychologue ou d'un membre de la famille pendant la déposition de la victime ou du témoin concerné. Une personne de soutien accompagnant la victime au tribunal peut l'aider à faire face à la pression et au traumatisme de rendant témoignage. Le rôle du juge dans la mise en œuvre de règles qui protègent le bien-être psychologique et la dignité des victimes ne peut être surestimé. Ils ont le devoir de contrôler l'interrogatoire des victimes qui comparaissent devant le tribunal en tant que témoins et d'empêcher le traitement abusif qui stigmatise et humilie davantage de victimes. En outre, les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'ordonner les mesures nécessaires pour protéger les victimes. Outre les attaques contre les victimes de violences sexuelles qui portent atteinte à leur dignité, les victimes de ces crimes sont souvent confrontées à un examen plus rigoureux de leur crédibilité. Des idées fausses traditionnelles qui suggèrent que les femmes mentent souvent à propos de la violence sexuelle entraînent fréquemment des attaques injustes contre les victimes par les avocats de la défense. Cette situation commune décourage les victimes de participer au processus de justice pénale
et leur refuse l'accès à la justice pour le préjudice subi. Le personnel travaillant sur des affaires de violences sexuelles et sexistes dans d'autres tribunaux a résolu ces problèmes de plusieurs manières, notamment le personnel de la société civile, les enquêteurs, les procureurs et les juges. Les organisations de société civile qui travaillent avec les victimes de la violence sexuelle et sexiste et les enquêteurs qui entendent souvent les histoires de victimes peuvent suivre plusieurs pratiques pour aider à atténuer cette forme de traitement inégal. Il est important d'éviter d'alimenter par inadvertance les attaques contre les victimes que les avocats de la défense peuvent stigmatiser pour les incohérences qui sapent la crédibilité des victimes. Les organisations ou les enquêteurs interrogeant les victimes devraient demander aux victimes si elles ont déjà fourni une déclaration sur leur victimisation et, si possible, devraient se coordonner avec d'autres organisations ou autorités qui peuvent déjà avoir la déclaration plutôt que d'interroger la victime. Non seulement cela évite de produire trop de déclarations, mais cela évite de faire répéter aux victimes leur histoire d'événements traumatisants. Il convient de noter que dans plusieurs cas, y compris l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale, les victimes ont été attaquées pour des incohérences entre leurs déclarations antérieures et leurs témoignages devant la Cour à la suite de l'enregistrement de déclarations inexactes par différents membres du personnel. Si une déclaration est prise, elle doit être relue à la victime pour en assurer l'exactitude. Les organisations qui travaillent avec les victimes ainsi que le personnel de soutien aux victimes ou témoins basés sur le système peuvent également aider à préparer les victimes à témoigner en leur disant à quoi s'entendre en ce qui concerne les attentes à leur crédibilité. Avec la permission du tribunal, les membres de la société civile ou du personnel d'assistance judiciaire aux victimes peuvent accompagner les victimes devant le tribunal lorsqu'elles témoignent pour les aider tout au long du processus. En outre, les organisations peuvent envoyer du personnel pour surveiller systématiquement les procédures judiciaires et suivre de près le traitement des victimes, de sorte que le tribunal sache que les avocats surveillent. Les procureurs ont un rôle important à jouer dans la protection des victimes contre les attaques injustes sur la crédibilité des victimes qui témoignent dans leurs affaires. Premièrement, les procureurs devraient aborder le crime sexuel et sexiste comme ils abordent d'autres crimes internationaux graves, en recueillant un large éventail de preuves allant de plusieurs témoins à des preuves documentaires et physiques. Cela évite de mettre tout le fardeau sur la victime pour prouver la commission de crimes sexuels et sexistes. Deuxièmement, les procureurs devraient protéger les victimes des attaques injustes sur leur crédibilité dans la salle d'audience en préparant les victimes à de telles attaques, en ayant une stratégie pour répondre à ces attaques et en utilisant les règles de procédure et de preuve pour plaider en faveur d'un traitement équitable des victimes de violences sexuelles et sexistes. Souvent, les effets de traumatisme sur les victimes de violences sexuelles et sexistes peuvent être mal interprétés de manière à porter atteinte à leur crédibilité lors de leur témoignage. Par exemple, un avocat de la défense peut faire valoir que des lacunes dans le souvenir d'une victime signifient la malhonnêteté ou que le fait qu'une victime ait reporté le signalement du crime remet en question ce récit.
Les procureurs devraient se renseigner sur la manière dont le traumatisme associé aux violences sexuelles et sexistes affecte la capacité des victimes à former, rappeler, signaler et témoigner de ses souvenirs et devraient utiliser des témoins, experts ou d'autres moyens pour informer le tribunal. Protéger les victimes des attaques contre leur caractère et leur crédibilité est important non seulement pour le cas qu'un procureur est en train de juger, mais aussi pour toutes les affaires futures, car les autres victimes hésiteront naturellement à témoigner dans les affaires futures si ils voient ou entendent que le procureur ne défend pas les victimes contre le traitement injuste devant le tribunal. Une des façons dont plusieurs tribunaux internationaux ont réagi à des attaques injustes contre la crédibilité des victimes est soit l'application de règles de preuve qui traitent le problème, soit, en l'absence de règles explicites, des pratiques communes qui reflètent ces règles. Beaucoup de tribunaux ont incorporé une règle qui interdit à la Cour d'exiger des preuves qui corroborent dans des affaires d'agression sexuelle. Le but d'une telle règle est d'établir que le témoignage d'une victime de violence sexuelle devrait avoir le même poids que le témoignage au sujet d'autres types de crimes. Les tribunaux ne peuvent pas avoir une double norme qui exige automatiquement pour les victimes de violences sexuelles et sexistes une corroboration qui n'est pas requise dans d'autres types d'affaires. La règle ne prescrit pas au tribunal de déterminer si l'accusation a ou rempli sa charge de la preuve. Au contraire, cela atténue le risque qui prévaut dans de nombreux systèmes juridiques, à savoir que les victimes de violences sexuelles et sexistes sont perçues comme moins crédibles que les victimes d'autres crimes et que le cas alléguant une telle violence nécessite de preuves qui corroborent plus. Une telle règle a été incluse dans les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale spéciale n'a pas inclus cette règle. Néanmoins, la Cour peut toujours accorder une attention particulière à la prise en compte juste et équitable du témoignage des victimes de violences sexuelles et éviter les attentes injustes en matière de preuves corroborantes. Les règles de procédure et de preuve imposent au tribunal de protéger le bien-être psychologique des victimes et des témoins, ce qui inclut leur protection contre les attaques de crédibilité injuste, et plus d'ordonner les mesures de protection pour protéger le bien-être des victimes. Le juge devrait suivre les meilleures pratiques en matière de contrôle de la salle d'audience, à la fois en termes de réduction de lignes de conduite injuste, entre parenthèses, notamment en interrogeant le témoin à la place de l'avocat de la défense si possible, et comment le juge évalue les questions de crédibilité. Par exemple, d'autres tribunaux statuant sur des affaires similaires ont appris à faire la distinction entre incohérence mineure et incohérence majeure et ont tiré des conclusions expliquant en quoi une incohérence mineure ne compromet pas nécessairement la crédibilité de la victime. Les tribunaux ont plutôt toujours soutenu que les incohérences mineures sont compréhensibles lorsque les victimes se souviennent des événements survenus il y a longtemps au cours de périodes traumatisantes et chaotiques. En revanche, les incohérences majeures qui remettent en question le fait que les événements ne soient produits et qui ont
été responsables peuvent avoir un impact sur la crédibilité de la victime auprès du tribunal. Des témoins, experts ou d'autres preuves concernant les effets d'un traumatisme sur les témoignages de victimes peuvent aider les tribunaux à faire ces évaluations de manière efficace et équitable. Les témoins experts, y compris des psychologues qui traitent des victimes de traumatisme, peuvent aider les tribunaux à comprendre les effets de traumatisme sur les victimes et leur capacité à se souvenir de certains événements et à témoigner à leur sujet. Par exemple, un traumatisme peut amener les victimes à avoir des difficultés à se souvenir de certains détails ou à se souvenir de la séquence précise des événements ou peut amener les victimes à bloquer complètement certains souvenirs douloureux. Cela peut conduire à des lacunes dans le témoignage de victime, ce que l'avocat de la défense pourrait considérer comme de la malhonnêteté. Des témoins experts ont également témoigné sur comment la douleur de la stigmatisation associée aux violences sexuelles peuvent amener les victimes à retarder le signalement de ces crimes ou à signaler certaines parties de ce qui est arrivé à différentes personnes. Enfin, les réactions émotionnelles des victimes à témoigner à propos d'événements traumatisants peuvent également varier, certaines exprimant beaucoup d'émotions et d'autres réprimant leurs sentiments lorsqu'elles témoignent. Les tribunaux peuvent interpréter ces réactions de différentes manières et les juges ont besoin d'informations sur la manière dont le traumatisme affecte les victimes afin de réaliser des évaluations de crédibilité précises dans ce contexte unique. Il est essentiel que les réactions humaines normales au traumatisme extrême ne soient pas confondues avec les indices de malhonnêteté. Revivre des souvenirs extrêmement pénibles est une tâche difficile qui peut provoquer une nouvelle vague de traumatisme chez une victime à qui il est demandé de partager son expérience avec les enquêteurs, le procureur et la cour. Ce risque de nouveau traumatisme est un risque auquel sont confrontées les victimes. Il est probablement impossible d'éviter un certain traumatisme lorsque les victimes se rappellent les expériences traumatisantes. Le traitement de la victime au cours de l'enquête et de la poursuite de ces affaires peut soit atténuer, soit exacerber ce préjudice potentiel. De nombreuses pratiques pouvant aider les victimes à faire face aux nouveaux traumatismes qui accompagnent leur récit sont les mêmes que celles qui les aident à atténuer le risque de préjudice physique et de stigmatisation, notamment en limitant le nombre de fois qu'on demande aux victimes de répéter ce qui leur est arrivé et en demandant à une personne de soutien de les accompagner au tribunal. Les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes peuvent aider à préparer les victimes à un éventuel traumatisme en expliquant qu'il s'agit d'un phénomène courant et qu'il peut se manifester de plusieurs manières par des flashbacks et de cauchemars. En outre, de nombreuses organisations de la société civile peuvent offrir plusieurs formes de soutien, telles que le groupe de soutien et services de conseil ou bien orienter des victimes vers des services systématiques ou communautaires pour les aider. De plus, les organisations de la société civile peuvent surveiller les procédures judiciaires pour évaluer la manière dont les victimes sont traitées et si elles reçoivent le respect qu'elles méritent.
Par exemple, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a fourni des observateurs pour surveiller les procès de crimes de guerre devant les tribunaux locaux dans toute la Bosnie et a compilé des rapports accessibles au public sur la manière dont les affaires sexuelles et basées sur le genre étaient traitées, y compris le traitement des victimes et des témoins. Cela aide à maintenir la pression sur le personnel du tribunal à s'acquitter de son devoir de protéger le bien-être des victimes. Les défenseurs devraient travailler avec le personnel des victimes ou témoins basé sur le système pour s'assurer que les victimes ont accès à des services, y compris des services de soutien psychosocial, pour faire face à ces traumatismes liés à la répétition de leur histoire. Les services de soutien aux victimes et aux témoins de tribunaux internationaux fournissent souvent plusieurs types d'assistance critique pour atténuer le traumatisme, notamment émoner les victimes et les témoins dans la salle d'audience avant le procès et le préparer à quoi s'entendre. Le personnel des victimes ou témoins basés sur le système et les organisations de la société civile basées sur la communauté doivent s'assurer que les victimes bénéficient de soutien avant, pendant et après le procès. Le jour qui suit immédiatement les témoignages sont souvent difficiles pour les victimes, nécessitant un soutien accru, mais même des semaines, des mois et des années après le procès, les victimes ont besoin d'un soutien continu. Des exemples incluent l'information des victimes sur l'état d'avancement de l'affaire, entre parenthèses, en particulier en cas de changement de lieu où se trouve l'accusé ou de son statut de détention, l'assistance psychosociale pour faire face aux effets persistants des traumatismes et l'information des victimes sur toute possibilité de demander réparation par le biais de programmes judiciaires ou communautaires. Les enquêteurs et les procureurs qui travaillent avec les victimes de violences sexuelles et sexistes devraient travailler en étroite collaboration avec le groupe de la société civile et le personnel victime témoin du tribunal pour veiller à ce que les victimes reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour gérer la difficile tâche de participer à un procès. En outre, les procureurs peuvent aider à atténuer des traumatismes éventuels en développant un rapport affectueux et attentionné avec les victimes avant de poser des questions invasives et difficiles sur leur expérience et d'apprendre à formuler ces questions de la manière la plus respectueuse possible. Les procureurs doivent également faire un suivi auprès des victimes immédiatement après le procès et dans les jours, les semaines et le mois qui suivent pour montrer qu'ils comprennent leurs besoins et apprécient les preuves qu'elles ont fournies. Bon nombre de mesures de protection et de pratiques déjà discutées peuvent aider à atténuer le risque de traumatisme. Par exemple, l'utilisation d'un écran dans la salle d'audience pendant le témoignage d'une victime relatant des expériences très traumatisantes protège non seulement son identité, la protège de tout contrôle public ou d'intimidation, mais peut aussi permettre à la victime d'éviter de devoir regarder directement l'accusé lors de son témoignage si une telle expérience peut causer un traumatisme supplémentaire. Permettre au personnel de soutien d'accompagner la victime lors de son témoignage est une autre mesure qui peut aider à répondre à de nombreuses préoccupations de la victime. Un autre rôle important du juge
et de contrôler l'interrogatoire de victimes sensibles. Les juges peuvent protéger les victimes en réprimant les questions importunes, en reformulant les questions inappropriées et en prévoyant des pauses pour les témoins. Les juges peuvent également faire appel à des experts pour comprendre l'impact du traumatisme sur le témoignage des victimes et aider à distinguer les problèmes de crédibilité de réactions courantes au traumatisme. En conclusion, toute personne qui entre en contact avec les victimes de violences sexuelles et sexistes peut contribuer à rendre l'expérience de la victime un peu plus facile de plusieurs manières. Cette formation a fourni une vue d'ensemble des risques auxquels les victimes de violences sexuelles et sexistes sont confrontées lorsqu'elles entrent en contact avec la Cour pénale spéciale ou d'autres mécanismes judiciaires et des mesures qui peuvent prendre les personnels de la société civile, les enquêteurs, les procureurs et les juges pour atténuer ces risques. Il existe plusieurs autres sources qui offrent des conseils supplémentaires sur ces sujets, notamment des formations vidéo dans cette série, des directives tirées de la jurisprudence figurant sur notre site web et des protocoles de protection des victimes et de témoins élaborés par des tribunaux internationaux et d'autres organisations disponibles en ligne. Veuillez donner votre avis sur le formulaire de l'évaluation disponible sur notre site web.